Demain aura lieu en France le premier tour de l'élection présidentielle. La colonisation, l'immigration, l'aide au développement sont des thèmes qui ont été débattus par les différents candidats. L'Afrique a-t-elle été oubliée dans ce débat? C'est le thème du jour. Vous êtes sur Regard Extérieur. Bienvenue sur Canal 2 International. Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Regard Extérieur, un numéro ô combien important. L'Afrique, comment est-ce que l'Afrique a été abordée dans cette élection présidentielle? Demain, dimanche, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. Plusieurs candidats sont en lice, 7 à peu près. 4 ont effectivement une chance de passer ce premier tour. Je vous propose d'en parler. Pour cela, je reçois Baki Youssoufou. Je rappelle que vous êtes fondateur de We Sign It. Bienvenue. Merci. Je reçois également Mwazoulou Diabanza. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Unité, Dignité, Courage. Bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous savez déjà pour qui vous allez voter, Baki? Oui, moi je sais parfaitement ce que je vais voter. D'accord. Est-ce que vous avez une tendance? Est-ce que ce sera extrême droite? Est-ce que ce sera plutôt très gauche? Est-ce que ce sera... Non, moi je vais voter blanc. Très bien. Mwazoulou, est-ce que vous avez une... Vous pouvez nous dire à peu près, au moins nous donner une couleur? Non, je ne vote pas. Vous ne voterez pas? D'accord. C'est une décision pour vous? Oui. Très bien. Est-ce que vous pensez votre possibilité aujourd'hui de dire non, je vote blanc ou alors je ne vote pas, c'est parce que l'Afrique, pour vous, a été absente du débat de la présidentielle? Entre autres, pour moi, je vais peut-être vous étonner, mais le fait que l'Afrique soit absente du débat de cette présidentielle n'est pas une surprise pour moi, ça ne me surprend pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment l'Afrique aurait pu être présente dans le débat d'une élection présidentielle française, parce que, les gens qui ont parlé d'Afrique, depuis longtemps, on a entendu tout un tas de discours, hein, la fin de la France-Afrique, l'Afrique à la papa, c'est fini, toutes les conneries qu'on a entendues, ça n'a rien changé et ça ne changera rien. Donc ce n'est pas une élection africaine, c'est une élection française. Et on va élire dimanche prochain, puis 2 semaines après, le président ou la présidente de la République française qui va défendre l'intérêt de la France et qui ne va pas être le président de l'Afrique. Il faut arrêter de croire qu'on va élire un président africain, donc c'est normal que ça ne fasse pas débat. Par contre, si les sujets, dans les sujets de type international, l'Afrique ne fait pas partie de ce qui est des discussions aujourd'hui, ça c'est inquiétant, mais ce n'est pas essentiellement ça qui guide ma décision, c'est juste que je ne suis pas convaincu par les hommes et les femmes qui postulent à ces postes et depuis que j'ai eu le droit du vote, j'ai toujours voté soit par élimination, soit par dépit. Cette fois-ci, j'ai décidé de voter blanc. De voter quand même, parce que, y compris, rien que le fait d'y aller et de voter blanc, c'est aussi un exercice politique important pour moi. Très bien. Mwazoulou, est-ce que vous partagez ce sentiment-là? C'est une élection qui est typiquement française. Clairement, l'Afrique ne devrait pas être un sujet qu'on aborde essentiellement dans ce débat préparant à la présidentielle. Clairement oui, mais le fait nous dit autrement, parce que le fait c'est quoi? Le fait c'est que le président de la République française est par ricochet le président de l'Afrique. Jusqu'à preuve du contraire, il décide des orientations politiques et économiques. Il peut même décider, si je veux dire, de la stabilité ou de la durée d'un régime en Afrique. Donc il est, par tradition je pense, par tradition il serait plus normal pour un président français qui postule ou un prétendant à la magistrature suprême de la République française d'avoir, si je veux dire, une vision claire pour l'Afrique et des propositions qui soient claires pour l'Afrique. Parce que, après, qu'est-ce que cela peut nous donner? C'est que l'Afrique est absente, mais c'est l'Afrique qui fera, si vous voulez, le mandat du prochain président. Parce que l'Afrique reste au cœur de l'économie, de la politique et de la stratégie même, je dirais, des défenses de la République française. Donc, elle est là, mais le sort de l'Afrique, c'est le sort aujourd'hui intrinsèquement lié à tout, si j'ose dire, les ressortissants africains qui sont ici ou qui sont partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une forme de négation, déjà de soi, de négation de la participation. Vous l'avez vu à plus d'une fois, beaucoup de prétendants à la magistrature suprême française ont eu comme leitmotiv ou comme tremplin pour aller plus haut dans le sondage, de critiquer ou d'insulter
je dirais l'Afrique et ses ressortissants. Ça a toujours servi bien sur le plateau de ceux qui veulent aller à la magistrature suprême. Donc, il y a un déni, mais l'Afrique, elle est là. Parce que l'Afrique sera bel et bien présente, va constituer, si vous voulez, la grosse part du budget du prochain président de la République française. Mais elle est là, mais c'est un déni, on fait avec. Alors, je vais reprendre vos propos. Vous dites que le président français est aussi le président des Africains, finalement. Clairement, on va revenir sur le bilan, entre guillemets, de François Hollande. Est-ce que vous estimez que François Hollande, il a dirigé l'Afrique? Alors, de quelle Afrique parle-t-on? L'Afrique subsaharienne, le Maghreb, de quelle Afrique? Non, je parle de l'Afrique de manière globale. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça ne vous échappe pas qu'au moment où nous sommes en train de parler, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, François Hollande n'a pas d'effet. C'est qu'en étaient des contrats juteux et néocoloniaux, par exemple, dont jouit Areva, Bouygues, je dirais, en République sud-africaine, au Nigeria, au Mali, au Niger, au Congo. Donc il y a bien évidemment cette logique, alors que quand il est venu, avant qu'il ne rentre aux affaires, François Hollande annonçait à tous celui qui désirait l'écouter que son adversaire n'a pas de visage, c'est la finance. Or, tout ce monde-là, c'est le monde de la finance internationale qui aujourd'hui, un monde qui a, si vous voulez, une partie qui a provoqué cette hémorragie économique dont souffre notre mère patrie, l'Afrique. Et cette hémorragie économique qui fait que la plupart de nos richesses sont en train de se volatiliser vers d'autres cieux, plus précisément ici en France. Donc, il s'est fait qu'il a dirigé l'Afrique. Rappelez-vous que nous étions à la veille, ce qui s'est passé d'ailleurs autrefois en République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, en 1964. Nous étions à la veille d'une élection présidentielle où Mobutu fera le coup d'État pour récupérer le pouvoir. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui, qu'on a vu au Mali. Nous étions à la veille d'une alternance pacifique du pouvoir. D'où l'on ne sait pas par quel mécanisme la France a tiré ses ficelles, parce que tout le monde le sait. C'est lui qui est aujourd'hui là, IBK, c'est un enfant par ricochet socialiste, même au sein du parti, de la structure du parti socialiste, je signale. Donc il s'est fait que, dans cet appui, dans cette logique, François Hollande avait déjà, si vous voulez, une vision à faire pour l'Afrique. Donc c'est-à-dire qu'il a empêché cette alternance pacifique, qui voulait voir que ATT cède le pouvoir pour celui qui sera le prochain président. Ils se sont immiscés dans les affaires africaines, d'ailleurs avec l'élément aujourd'hui qui pose problème, qui figure sur le premier point de notre manifeste, l'armée française. Avec cet outil de l'armée française qui a permis notamment la déstabilisation du Mali et pour permettre un changement de régime rocambolesque soutenu et voulu par la France. Très bien. Vous partagez cet avis-là. Est-ce que vous pensez clairement que quand on est président de la République française, on peut arriver en disant on arrête tous les contrats, comme il dit, juteux de grandes multinationales qui sont en Afrique? Il y a quand même de la création d'emplois, il y a aussi des avantages. En fait, moi, je ne parlerai même pas de la création d'emplois, je parlerai essentiellement des... en fait, je suis un peu mal à l'aise avec ce discours qui est que dans un sens. Je pense que quand les Béninois ont décidé de faire une élection transparente, ils l'ont fait. Et je n'ai pas vu un seul militaire français parce que l'ancien président béninois a décidé de ne pas renouveler son mandat et l'a dit et l'a confirmé. Et même son poulain a perdu des élections, ils n'ont pas décidé de recompter, ils n'ont rien fait, ils se sont salués, ils se sont dit bravo aux vainqueurs. Les gagnants, ils ont organisé leur élection. En fait, aucun pays européen n'est allé leur tirer dessus. Et donc, en fait, je ne dis pas que la France ne s'implique pas. La France s'implique parce que déjà les dirigeants africains sont eux-mêmes pourris et c'est souvent eux qui font appel à la France. Je vous assure, si demain le président Bongo ou le président Biya veut arrêter la politique, même si la France souhaiterait qu'il continue, la France finira par respecter, même si ça sera dur, mais la France finira par respecter. Donc je pense que dans une certaine mesure, il faut aussi qu'on soit capable de reconnaître que, en fait, nous avons des espèces de guignols depuis 40 ans au pouvoir qui acceptent bien d'être manipulés par un régime étranger. Je vous assure, si ce n'est pas la France, ça sera un autre pays parce que ces gens-là aiment bien ça. Parce que depuis 40 ans, qu'est-ce que ces gens nous vendent? Ils nous vendent qu'il y a une espèce de crise internationale qui est insolvable, où donc il faut faire attention. Et au nom de cette crise, et aussi, parce que ça c'est l'autre biais, au nom de cette crise et de la domination internationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout président africain qui est en difficulté, il devient panafricain. Du jour au lendemain. C'est quoi cette... Par exemple Blaise Compaoré, quand il s'est fait virer au pouvoir, il a dit que c'est parce qu'il était panafricain.
Aujourd'hui, le président guinéen, quand il est en difficulté, dit que lui, il est panafricain. Mais il est panafricain, lui, il est panafricain. Donc, en fait, c'est ça. Moi, je ne veux pas être piégé par ces hommes et ces femmes, ces hommes parce que c'est essentiellement des hommes, qui sont au pouvoir depuis 20, 30, 40 ans, qui volent toute la richesse de leur propre pays. Imaginez, en France, nous avons eu entre 2005 et 2014, les 10% les plus riches qui ont vu leur richesse augmenter de 10%. En Afrique subsaharienne, donc l'Afrique noire, c'est plus de 90%. C'est-à-dire les gens qui étaient des paysans, dont un membre de la famille est au pouvoir, qui sont devenus des multimilliardaires. Et ça, c'est déjà quelque chose d'absolument abject qu'il faut d'abord déjà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas critiquer la France, je ne suis pas en train de dire que Bolloré, Bouygues et Anco, ils ne sont pas en train de piller l'Afrique. Ils sont en train de copier l'Afrique. Ils sont en alliance forte avec les gens qui, des fois, parce qu'ils sont en difficulté, parce que leur propre jeunesse veut les virer du pouvoir, ils disent « je suis un panafricain et aujourd'hui la France n'est même plus... attendez, l'actuel président du Niger, socialiste qu'il est, il a été élu, moi je l'ai soutenu. Hein. Attention, quand il était à l'opposition, je l'ai soutenu. Aujourd'hui, il met tous ses opposants en prison. Quand on dit quelque chose, il dit « ah non, c'est pas la France qui va nous donner des ordres ». Mais déjà, la France ne t'a pas demandé d'emprisonner tous tes opposants. Alors, donc, Baki, vous estimez que là, François Hollande n'a pas fait de l'ingérence, en tout cas, comme disait... Si, il l'a fait. Il l'a fait aussi à certains moments. Ah ben, non, il l'a fait tout le temps. Est-ce qu'on peut saluer les opérations militaires ou pas du tout? Les opérations militaires, ça c'est un deuxième aspect. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le Sahel? Moi, je viens d'un pays du Sahel, d'accord? Aujourd'hui, l'armée nigérienne est incapable de défendre la ville de Niamey. Ça, c'est un fait. Les rebelles, 15 hommes, ont attaqué une garnison militaire à moins de 100 km de Niamey. L'ont attaqué pendant 3 heures et ont disparu dans la nature. Donc, il y a dans la région des gens surarmés. Il y a dans les régimes les connivences avec ces gens-là qui sont des trafiquants, en vrai, c'est des voyous. Puis il y a des rebelles, puis il y a des islamistes. Tout ça mélangé avec une armée qui est aujourd'hui dépourvue de moyens, dépourvue d'hommes et de femmes formés, dépourvue même des salaires des fois. Des soldats, des fois, ils n'ont même pas des chaussures. Mais bien sûr que Bamako serait tombé en 2-2. Mais cette situation... On peut quand même saluer, au moins cette réussite. On peut lui reconnaître ça Hollande ou pas du tout, Moizou? J'aimerais d'abord revenir sur ces développements émaillés de plusieurs irresponsabilités politiques et d'analyse. Le président français, passé, à venir, reste sur la même logique d'être des présidents africains. En 1959, c'est les généraux de Gaulle qui donnent les tempos de ce qui sera l'avenir de l'Afrique. En 1960 jusqu'en 1965, c'est les généraux de Gaulle qui donnent les tempos de ce qu'adviendra l'avenir économique et financier de l'Afrique. Mais ce n'était pas des indépendances encore. En 60-65, nous sommes déjà après les indépendances. On commence, tout à fait. Avant et après. Valéry Giscard d'Estaing arrive. Il appuie sur la même logique. Je saute d'autres présidents parce que pour voir les temps, François Mitterrand arrive. Les sommets de la Baule. C'est François Mitterrand qui oriente tous les dirigeants africains de ce qu'adviendra l'Afrique. Et dans tous les pays africains, nous avions vu émerger ce qu'on a appelé les conférences nationales dites souveraines. On vient en l'an 2000, en 1995. Jacques Chirac donne la ligne véritable de ce que sera la politique, non pas la politique africaine de la France. La politique que les présidents africains devraient appliquer dans tout le domaine possible. Et c'est lui, je prends un exemple comme ça en passant, c'est lui qui a refusé, je cite Pascal Issouba, en a payé le frais. Il est parti, Nicolas Sarkozy arrive. Nicolas Sarkozy s'est permis le luxe de dire à un président souverain, élu d'un peuple, incarnant les institutions démocratiques d'un pays, je cite en l'occurrence Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy s'est permis le droit de lui dire il doit quitter le pouvoir. François Hollande arrive, je vais vous donner les cas de Ibeka. Et c'est lui qui va arriver. Regardez, aujourd'hui nous sommes en plein parce que vous parlez de l'élection présidentielle. Pourquoi l'Afrique n'est pas présente? Parce qu'il y a, au-delà du déni, il y a d'abord une conscience véritable et qui reste ancrée dans chaque homme et dans chaque femme politique qui arrive et qui arrivera au sommet de l'État français, que l'Afrique ne sera jamais considérée comme un partenaire économique. C'est un réservoir d'où il faut aller piller. C'est pourquoi vous regarderez dans les prévisions économiques de tous les candidats, vous ne verrez jamais la part des échanges commerciaux entre la France et l'Europe. Pourquoi?
Et pourtant, c'est là-bas qu'ils vont puiser la grande majorité de ces cancérales de richesse. Donc la réalité de fait est que les présidents français qui arrivent avec un agenda caché. Je vous rappelle qu'en 1997, si je ne m'abuse pas, Alain Juppé, 95-96, Alain Juppé était Premier ministre. Il était dans l'incapacité totale de faire voter le budget français. Justement, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a eu une guerre au Congo-Brazzaville. Et le président Pascal Lissouba, en ayant repris 67% des revenus des richesses pétrolières du Congo-Brazzaville, a pénalisé le budget français. Voilà ce qu'en est de la vérité. Et faire le déni de ça, c'est une forme d'irresponsabilité totale. Parlons du panafricanisme et d'un président qui se met en difficulté, qui part du panafricanisme. Alpha Condé, tout Africain digne qui le sait qu'Alpha Condé, dans sa jeunesse, lorsqu'il était ici en tant qu'étudiant, c'est un militant panafricain, comme la plupart de ces militants panafricains qui sont ici, qui aujourd'hui parlent du panafricanisme, mais dont la conscience de la vie véritable n'est pas liée intrinsèquement à ces valeurs du panafricanisme. Mais je vous citerai les noms, si je dirais Alpha Condé. Il n'y a ici, excepté moi bien sûr, parce que je ne suis pas dans la même diapason, il n'y a aucun militant panafricain qui peut se dire se dédouaner de ce qu'est Alpha Condé. Il a fait la même chose qu'ils sont en train de faire ici. Les mêmes mobilisations, les mêmes choses dans le sens de l'approche quand il s'agit de lutter. Je mets la différence avec moi, pourquoi? Parce que nous avions été le seul mouvement qui a touché les fondamentaux de l'État français. Ces fondamentaux, c'est quoi? C'est la présence militaire de la France en Afrique. Il n'y a pas de, pour revenir à ça, il n'y a pas de points positifs il n'y a pas de points positifs dans toutes les opérations qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures de l'armée française. Il y a une armée a pour vocation, de rester chez elle, de protéger sa population et de sécuriser les institutions de son pays. Il n'y a aucune logique internationale. Donc pour vous, la coopération militaire, non? Il n'y a pas de coopération militaire entre la France et l'Afrique. Il y a une imposition avec l'arme à la main qui est imposée. Tout président, je vous le disais ici, tout président qui osera sortir ou refaire nous avions parlé autrefois de Sékou Touré, oui. Nous avions eu le cas des Gbagbo, qui osera dire non à ces contrats. C'est pas comme on les présente là facile que tout président qui va décider de dire comme ça la France ne va pas intervenir. Mais non, c'est faux. Très bien. Yahya Boni est bien parti du pouvoir. Il est parti dans une alternance politique au sein du Bénin. Pas une alternance politique... Est-ce que la France l'a empêché? Pas une alternance politique dans le sens où une alternance politique qui soit une volonté dictée de l'extérieur qui obligerait... Attendez. Qui obligerait... Mais vous parlez tout seul. Qui obligerait Yahya Boni de pouvoir rendre compte à la France. Déjà, et c'est lui qui est parti, et c'est lui qui est venu. Ce sont les deux éléments qui ont été bien évidemment poussés ici par le gouvernement français. Et Yahya Boni, et c'est lui qui est au pouvoir. On va laisser Baki répondre. Alors, c'est pas parce que les personnes qui font de l'alternance en Afrique ne sont pas dans votre mouvance que, en fait, ces personnes sont forcément mauvaises ou à la soldée. Si on demandait à la France de choisir qui est-ce qui gagnerait au Bénin, c'est certainement pas le président actuel. C'est certainement pas ça. Et ça, qu'il ne soit pas de votre mouvance politique, ça je peux le comprendre, et il n'est pas de la mienne non plus. Mais je vous dis déjà que les deux présidents béninois... Pour moi, le respect déjà du peuple béninois, il doit être par nous-mêmes. On ne peut pas considérer que, puisque nous aurons une science infuse et que nous aurons compris toute l'histoire de l'Afrique et que nous pourrons faire des choix par rapport au peuple béninois qui eux, vivent dans la situation et qui ont fait ces choix-là en ce moment-là. Quand les Gambiens ont décidé de faire un autre choix, c'était après une élection que tout le monde a béni et qu'ils ont viré Yahya Jammeh. Peut-être que le monsieur qui est là aujourd'hui, ce n'est pas votre choix, ce n'est peut-être pas le mien, mais par respect au peuple gambien, parce que si on n'a pas ce respect-là, donc, en fait, on est en train de dire que nous, ce que nous pensons, c'est la vérité absolue. Et cette vérité absolue-là, tant qu'elle n'est pas au pouvoir, les seuls qui la portent, vous avez cité deux exemples. Le premier, je peux vous suivre, celui de Laurent Gbagbo. Celui d'Alpha Condé, je ne vous suis pas du tout. Ce n'est pas parce que j'ai organisé des manifestations à place de la République que quand je prends le pouvoir, j'ai le droit de tuer mon propre peuple. Je n'ai pas ces droits-là. Et si tout panafricain qui a soutenu, parce que moi j'ai assisté à des conférences, il s'est fait que je suis d'origine sierra-léonaise et ma mère est guinéo-sierra-léonaise. J'ai assisté à des conférences d'Alpha Condé quand il était ici, quand il a arrêté le professeur de Rouen, quand il est allé faire une conférence sur l'économie de l'Afrique, et pour parler de franc CFA, il a jeté en prison, il a failli qu'on se mobilise pour le libérer. Et ça c'est la vérité. Et ce mec-là aujourd'hui, je ne peux pas croire à sa panafricanicité, parce que ce qu'il met en place, ça n'a rien de panafricain.
Ce qu'il met en place, c'est de torturer son propre peuple. Donc moi, je veux qu'on fasse très attention parce qu'on peut être énervé, on peut être en désaccord avec les gens qui dirigent les pays aujourd'hui, mais on ne peut pas considérer que les peuples qui les choisissent sont stupides. Très bien. Alors, juste, s'il vous plaît, non, moi, Zoulou, il faut qu'on avance. Parce qu'on parlait du bilan, du bilan de François Hollande. Il faut qu'on avance. La coopération militaire, en tout cas, vous ne l'entendez pas de cette oreille-là. Vous avez nuancé les propos. Est-ce qu'en 2012, vous avez cru, vous ou non, au vote des étrangers dans les promesses de François Hollande? Baki. Alors, moi, oui. Oui, vous y avez cru? Oui, j'y ai cru. J'ai cru parce que j'ai cru à deux choses, principalement, qui sont des vraies déceptions pour moi. La première chose, c'est le droit de vote des étrangers aux élections locales. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'intéresser à la politique et dire qu'on ne croit jamais aux hommes et aux femmes politiques qui sont face à nous, qui s'engagent sur les sujets. Donc moi, j'ai personnellement interpellé François Hollande sur ces deux sujets, les contrôles d'identité au faciès, oui, et donc le récépissé de contrôle, et les droits de vote des étrangers dans les élections locales. Parce que ça existe pour les étrangers d'origine européenne. Et il s'est engagé avec un cahier des charges qu'il le mettrait en place. Donc moi, en ce moment-là, j'ai dit, ok, mais de toute façon, face à Sarkozy, j'aurais voté pour François Hollande, même s'il n'avait pas fait cet engagement-là. J'avais passé 5 ans avec Sarkozy, je savais ce que ça voulait dire. Donc, mais en fait, je suis totalement déçu du fait que ce sujet, il est balayé dès les premières heures et il est balayé le deuxième dès le premier attentat. Et pour moi, c'est vraiment une déception. Et par rapport à la place de l'Afrique, c'est aussi parce que le droit de vote des étrangers concernés, c'est les étrangers d'origine africaine. Et en fait, ça c'est causé par l'absence des hommes et des femmes d'origine africaine dans l'espace public français. En Angleterre, il y a des hommes et des femmes d'origine ghanéenne, sierra-léonaise, nigériane qui sont au pouvoir et qui participent à la création du pouvoir. Donc, ils ont une idée. En France, si vous regardez dans tous les partis à gauche comme à droite, depuis 1958, il y a eu 2 ministres hommes, je parle bien d'hommes, hein, qui ne sont ni issus des Français d'Algérie, donc des Harkis, qui sont des hommes, c'est Kofi Annan à gauche et Azouz Begag à droite. Donc ça veut dire que depuis 1958, il n'y a eu aucun homme d'origine africaine qui a accédé à un poste de ministre. Donc en fait, les lieux où le pouvoir se discute, il n'y a pas les Africains. Donc c'est pourquoi je disais au début, moi ce n'est pas une surprise pour moi qu'il n'y ait pas l'Afrique dans les débats. Si on regarde leurs quartiers généraux quand on y va, si on regarde au 6e étage, il n'y a plus d'Africains. Donc ça veut dire que les futurs ministrables, il n'y aura pas d'Africains. Donc dans les lieux de décision, il n'y a pas d'Africains. Et c'est normal que l'Afrique soit absente. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la promesse enterrée de François Hollande sur le droit de vote des étrangers aux élections locales? Disons déjà de manière générale, François Hollande, avant qu'il ne soit candidat à la magistrature suprême, il était premier secrétaire du PS. Oui. Dans une courte discussion que j'ai eue avec lui, il dira, au lendemain de la victoire du Parti socialiste au législatif, il va appuyer sûrement ce qu'on a appelé le droit de travail pour les demandeurs d'asile au bout de 6 mois. Quand ils sont arrivés au pouvoir législatif européen, il ne l'a pas fait. C'était en fait, ça rentrait dans le cadre des recommandations des LIGAS, recommandées à l'époque par le Premier ministre en son temps, Lionel Jospin. Et il s'est fait que je savais déjà que François Hollande ne peut pas tenir ses promesses. Il n'est pas capable de tenir 10 minutes dans une seule position. Je l'ai vu à l'épreuve. Donc je ne pouvais rien attendre. Mais vous savez quand même qu'avant François Hollande, François Mitterrand avait proposé le droit de vote des étrangers, Lionel Jospin aussi. Mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est ça que j'essayais d'expliquer ici au début. Ce n'est pas possible, ça ne viendra pas. Pourquoi? Les socles sur lesquels reposent les relations entre la France et l'Afrique, ce sont des socles qui sont néocoloniaux, coloniaux et biaisés. Donc il faut d'abord la refondation, la création d'un nouveau socle, des coopérations bilatérales ou multilatérales, où l'identité de tout un chacun sera reconnue et respectée, dans la mesure du possible, où l'identité de l'autre n'est ni reconnue, ni respectée. Tout ça, ce sont des promesses, des campagnes. Mais ce n'est pas le fond du problème. Personne d'entre eux ne peut résoudre ça, parce qu'il faut changer le socle. Et là, le problème de l'Afrique aujourd'hui, quand il parlait par exemple de l'Angleterre, de tout le problème des Africains qui sont ici aujourd'hui, c'est l'assise d'une conscience politique. Une conscience politique qui permettrait à tous les Africains, et les Français d'origine africaine, de pouvoir aller dans le sens de la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir
commence par les mots-clés, hein, c'est la participation et non la visibilité. Parce que citer des Begag et Kofi Annan, c'est la visibilité, c'est un choix, les quotas où l'on fait. Mais il faut une révolution véritable de fond. Une révolution de fond dans la pensée. Tous les Africains de France doivent être révolutionnaires finalement, doivent s'engager. On doit passer par là. On doit passer par là. Il faut une révolution véritable d'abord dans le fond, dans la pensée. Pourquoi l'Afrique, même dans ces débats ici, était, disons, absente? Vous savez pourquoi? Parce qu'au préalable, déjà avant, vous en parlez aujourd'hui à quelques jours de l'élection présidentielle, avant 5 ans passés, 10 ans, est-ce que les Africains ont-ils porté de vrais sujets ici dans le débat public français, dans leurs communes, dans leurs départements, d'ici et là? Non, ils sont absents, ils sont retirés de tout. C'est la participation. La participation, c'est la participation qui permettra à l'Afrique, notamment de faire, si j'ose dire, l'équilibre des forces, de faire l'équilibre des forces ici. Mais et de pouvoir. Vous militez très souvent. Oui. Vous militez. Vous êtes entendu quand vous militez. Oui, oui. Ce sont les Africains qui militent. On ne peut pas Tout à dire fait. qu'ils ne sont pas visibles pendant 5 ans. Nous sommes en train de militer aujourd'hui sur des questions qui sont quoi? Des questions qui doivent obliger la France d'abord de quitter l'Afrique sur des questions, j'ose dire, des servitudes et des dominations. C'est d'abord sur ça qu'on avait accès notre lutte. Mais là, c'est une question aujourd'hui de la prise du pouvoir interne. Du moment où, le premier jour où j'ai prononcé, où j'ai dit, j'appelais les Africains à la construction d'une conscience collective pour la conquête du pouvoir, je vous ai dit ici la dernière fois, les accusations qui pèsent contre moi par rapport à l'État français, c'est justement aussi parce que j'ai appelé les Noirs ou les Africains de conquérir le pouvoir. Donc, l'effet d'appeler à la conquête du pouvoir, ça fait trembler. Baki, je me tourne vers vous. Que pensez-vous des propos de Moizoulou? En fait, je suis très mal à l'aise avec cette vision assez professorale des Africains qui devraient faire ce qu'ils pensent. En fait, les Africains s'engagent en France. Ils ne s'engagent pas comme ils voudraient. Ils s'engagent peut-être pas comme moi je veux, mais ils s'engagent. Ils font leur part. Et cette part-là, aujourd'hui, n'est pas suffisante pour arriver au pouvoir. Les Africains ne sont pas organisés en tant que communauté, en tant qu'ensemble, pour conquérir le pouvoir ensemble avec d'autres, pour des raisons souvent stupides, des religions, des territoires. En fait, quand on va dans une réunion africaine, on voit X communautés, X groupes. Donc, en fait, ça fait que ça pollue le débat entre Africains. Donc, la plupart des gens, et il y a des révolutionnaires, comme monsieur, et il y a des gens qui n'ont pas, franchement, pas envie de couper des têtes. Ils veulent juste que ça avance dans leur pays. Franchement, ils n'ont pas envie. Et donc, quand on leur dit, vous êtes stupide parce que vous n'êtes pas révolutionnaire, c'est normal que demain, ils ne viennent pas. Parce que ce qu'il vient d'expliquer en disant que les Africains n'ont pas de conscience, ben si, ils ont une conscience, peut-être pas la même que... Ah non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça, ce sont vos mots. Non, mais j'appelle à la prise de conscience. Non, j'appelle à une conscience, à l'assise d'une conscience collective, politique, capable de permettre à l'Africain d'origine, donc c'est-à-dire le qui français passe forcément par la révolution. Qui passera par la révolution pour nous permettre de conquérir le pouvoir. Mais parce que nous aurons la possibilité de renégocier mais qu'est-ce que vous tout, appelez... de rediscuter tout. Mais qu'est-ce que vous appelez révolution? Qu'est-ce que vous appelez révolution? C'est le changement total de toutes les bases. Non. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse africaine, en Afrique, parce qu'il y a un deuxième point que je n'accepte pas du tout. Vous considérez que si ce n'est pas décidé en France, ça ne se fait pas bien. Si ce n'est pas décidé par les Africains, c'est-à-dire d'élever au stade de comprendre la politique, la révolution et tout ça, ce n'est pas... Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui, nos camarades au Burkina, au Sénégal, au Bénin, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne demandent pas notre avis. Et vous savez quoi? Ils le font très bien. Et donc, moi, je pense que une partie de la solution viendra obligatoirement du continent africain. C'est ceux qui vivent les situations, parce que nous, on n'y vit pas. Moi, j'y vais 10 fois par an, mais ce n'est pas suffisant. On n'y vit pas. Ceux qui y vivent, ils sont en train de faire des choses que même nous, on devrait peut-être s'arrêter et regarder comment ils font. Et les diasporas africaines qui sont en France, mais les diasporas, comment elles peuvent changer si, elles peuvent soutenir des dynamiques locales, elles peuvent construire des dynamiques... Sans faire de révolution, en tout cas en France? Non, elles peuvent. Mais en fait, les gens qui sont français, ils sont français. Quand ils font leur révolution en France, ils le font pour la France. Moi, si je veux qu'il y ait des Noirs dans la prise des pouvoirs en France, si je veux que la police n'emmerde pas le jeune noir juste parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est français et que je veux qu'il se sente chez lui quand il est en France. Mais quand il va au Sénégal et qu'il se sent aussi sénégalais, parce que c'est un certain nombre d'entre nous, c'est notre réalité, on a 2 ou 3 pays, mais en fait, c'est nos 3 pays. Il n'y a pas de hiérarchie. Ce n'est pas mon côté français qui doit dominer mon côté nigérien ou sierra-léonais. Ça n'a aucun sens. Vous citez, Très bien, on vous laisse citez répondre. certains Africains. Mon cher ami, vous expliquez qu'il y a des Africains aujourd'hui qui sont là-bas, qui sont en train de combattre tout ça.
il ne faut pas oublier, je sais là où va votre idée, parce que le groupe Les Camarades dont vous faites allusion, dont la plupart d'ailleurs sont recrutés par Soros, les autres recrutés par les agences américaines, regroupés entre le Parti républicain et le Parti démocrate américain, qui veulent aujourd'hui recruter ce qu'ils appellent des leaderships pour l'Afrique de demain. Cette façon de faire-là doit être mise de côté. La véritable révolution. Vous pensez que c'est la théorie du complot à chaque fois? Non, ce n'est pas la théorie du complot. Là, il n'y a même pas de complot. Je ne parle pas de complot. Je parle de l'irresponsabilité de ces groupes qui ont été recrutés par certains financiers et certains lobbies qui veulent aujourd'hui dévier, s'il vous plaît, la voie la plus noble que doit mener. Je parle en expérience parce que ces révolutions-là, vous voyez, quand je parle aussi des révolutions, vous avez entendu parler des révolutions tout couleur. Ce sont des révolutions qui se sont passées à un moment donné en Afrique où Patrice Lumumba déclenche une vraie révolution. On va l'assassiner pour prendre Mobutu et mener une fausse révolution. Thomas Sankara déclenche une vraie révolution, on va l'assassiner pour prendre Blaise Compaoré, mener une fausse révolution. Alors, ces mêmes personnes-là, aujourd'hui, il y a des groupes, j'en parle parce que j'ai été moi-même contacté, une proposition que j'ai balayée par les revers de la main parce que nous ne sommes pas des gens à vendre, c'est-à-dire qu'il y a des groupes et des groupuscules de la société civile qui aujourd'hui se permettent le luxe de parler de pseudo-révolution, mais qui en réalité ne sont pas des révolutions, ce sont des manipulations qui sont faites, notamment au-delà de partis républicains démocrates qui se retrouvent tous, et Soros, les milliardaires connus, qui aujourd'hui recrutent la plupart de ces mouvements que vous allez citer, je pense, à un moment donné. C'est ça le problème. Mais quand je parle d'une lutte que nous sommes en train de mener ici, notre lutte est en train aussi d'aller dans le sens où, parce que je pense que la question qui a été posée, c'est que nous faisons en France, mais on ne le fait pas simplement pour la France, parce que nous savons les retombées, c'est quoi? C'est l'Afrique. Lorsque nous avions, par exemple, demandé le départ de l'armée française de l'Afrique, nous l'avions déclenché ici. Il s'est fait qu'en République centrafricaine, pour la première fois, les jeunes se sont mobilisés devant les chars blindés de l'armée française pour leur obliger de reculer, et ils ont reculé. C'est-à-dire que nous sommes en train de mener une révolution. Et une révolution ne se fait pas par complaisance. Une révolution ne se fait pas à demi-mesure. Une révolution doit aller profondément pour déraciner. C'est qu'aujourd'hui, l'Occident et ce que vous appelez des coéquipiers des Occidentaux, que vous avez cités là, sont en train de faire pour le malheur de notre mère patrie. Non, mais j'ai cité qui à votre avis? Parce que vous dites, je parle d'activistes en Afrique, vous dites, c'est les gens. Non, mais vous me dites, c'est les gens payés par Soros. C'est les gens payés par. Les gens qui partent aux États-Unis pour faire le leadership. Vos amis du Burkina Faso et du Sénégal, vous les connaissez? Non, mais ben oui, j'ai des amis au Burkina Faso, au Sénégal, au Congo, en Gambie. Bien sûr. Mais bon, c'est pas le thème du débat. C'est pas le thème du débat. Alors, donc je vous l'ai dit, parce que vous pensez que parce que ces gens-là ne sont pas d'accord avec vous, vous pensez qu'en fait, ils sont disqualifiés, mais vous êtes qui pour leur dire non mais écoutez-moi, non mais cette fois-ci c'est vous qui m'écoutez. Non mais écoutez-moi. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ces moyens-là, vous les approuvez pas, et en fait, tant mieux pour vous, mais vous n'avez aucun droit de disqualifier leur action sur le terrain. Ça c'est un. Et quand vous parlez des gens qui font du leadership, j'ai jamais été aux États-Unis pour ces causes-là. J'ai été aux États-Unis plusieurs fois. Jamais été pour ces causes-là. Donc, je ne me sens pas concerné. Les gens avec qui je bosse au Sénégal, pareil. Les gens avec qui je bosse au Burkina, pareil. Mais je ne vais même pas me justifier auprès de vous. Juste que, il y a un moment, il faut que vous acceptez que vous n'êtes pas le centre du monde et vous n'avez pas la vérité absolue. Ce n'est pas vous qui décidez ce que l'Africain fait. Cette vision, elle est elle-même néocoloniale. Parce que vous considérez que parce que vous accédez à un niveau d'éducation, vous avez le droit de vous permettre d'insulter les gens qui travaillent sur le terrain, qui travaillent réellement sur le terrain, alors que vous êtes au chaud et vous vous considérez comme supérieur et vous considérez votre engagement comme supérieur. Je m'en fous de qui les finance. Je sais juste que les gens sur le terrain, ils sont en train de faire des choses que vous êtes en train de vociférer, que vous êtes en train d'insulter. Et ça, c'est inadmissible. C'est irrespectueux. Vous êtes irrespectueux. Messieurs. On ne les a pas insultés, je vais vous expliquer. Mais c'est ce que vous dites. Écoutez, non, mais c'est ce que vous dites, c'est irrespectueux. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous sommes en train de parler, à l'arrivée, nous sommes à quelques jours des échéances présidentielles. Une discipline élémentaire et la transparence et un esprit très élevé de tolérance sont le fondement du jeu démocratique. Si vous voulez qu'on débatte, je suis tolérant, je vous écoute, bien que je sais que la plupart de vos arguments et de vos visions ne sont pas la dimension aujourd'hui de la lutte pour la libération de l'Afrique. Mon cher ami, je suis en train de parler de la libération de l'Afrique. Et ces pseudo-groupes et ces pseudo-recrues
venus du monde occidental, que l'on finance par des ambassades occidentales, qui sont en train aujourd'hui de détruire des énergies qui peuvent permettre de faire une c'est méprisant. Écoutez, je vais vous dire Non, clairement. c'est des gens qui n'ont jamais foutu les pieds en Occident. Je vais vous dire. Mais de quoi vous parlez? Vous pensez que pour recruter quelqu'un, il faut venir Non, en Occident? mais non, C'est ça, s'il vous c'est plaît. ça la logique. Alors, Et vous qui c'est vous juste une Quand recrutez? Soros a recruté, Et vous qui vous j'ai recrutez? reçu le flambeau de nos prédécesseurs. Et ces prédécesseurs-là, non. vous allez le comprendre S'il dans vous la plaît, cheminement de ce messieurs, qu'est notre Vous démarche. qui vous recrutez. Messieurs, Attendez, s'il vous attendez, plaît. attendez. Parce que Alors, moi aussi, je Mazoulou, peux dire que Baki. vous qui vous recrutez. Calmez-vous. En Alors, fait, je peux Baki, vous l'expliquer. s'il vous Mais plaît. je suis calme. Non, mais je Messieurs, suis calme. messieurs, Je suis s'il vous calme. plaît. Vous vous excitez Alors, et messieurs, là, Non, ben, c'est s'il vous qui vous plaît. excitez, vous insultez tout le monde. Alors, moi, je n'aime pas insulter. Je suis en train de vous messieurs, faire simplement Vous dites, Messieurs, non, vous non, dites mais- qu'ils n'ont pas d'esprit Non, non, mais élevé. là, on ne Qu'est-ce débat que vous plus. voulez On dire? ne débat ceci. plus. Messieurs, s'il J'ai vous dit plaît. ceci, un esprit très Non, non, non. élevé de tolérance pour Moi, vous, Zoulou, pour que s'il nous vous soyons plaît. tolérants sur le plateau pour débattre. C'est ce que j'ai demandé. Alors, pouvez s'il pas vous insulter plaît, les gens. messieurs, s'il vous plaît, je vous propose qu'on fasse une petite courte pause, qu'on regarde ce micro-trottoir. Les élections présidentielles en France, les avis sont partagés. D'aucuns pensent que ça ne concerne pas les Africains et d'aucuns pensent que d'autres devraient s'impliquer. Mais je pense que les Africains ont leur part de vérité à dire dans ces élections parce qu'il y a des Africains qui vivent en Europe et qui ont la nationalité ou pas et qui payent des impôts en France. Et pour ce fait, ça y contribue à l'économie. Donc je pense que les Africains ont aussi leur mot à dire dans les élections présidentielles françaises. La place de l'Afrique dans les élections présidentielles, effectivement, ça va être problématique si le candidat qui est élu a une politique étrangère très restrictive, comme Marine Le Pen ou comme d'autres. Effectivement, pour le peuple africain et les Africains qui sont en France, ça va être très compliqué pour eux. La place de l'Afrique, c'est sûr qu'on a une place importante dans les élections, mais sauf que c'est tous les mêmes, donc donner mon opinion, j'en ai pas. Retour sur ce plateau après ce document signé Aziz Sanfo. Baki, vous aviez peut-être un dernier mot à dire. On va recevoir quelqu'un que vous connaissez certainement très bien, qui est Abdelkerim Yacoub. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Je rappelle quand même le thème de l'émission, c'est l'Afrique absente de l'élection présidentielle. On a retracé le bilan de François Hollande et puis ensuite on va étudier les propositions faites par les candidats, notamment sur la colonisation, l'immigration, mais également l'aide au développement à l'Afrique et puis la coopération militaire, même si moi, Zoulou, n'entend pas cette coopération. Moi, la dernière chose que j'ai à rajouter, c'est que l'élection présidentielle française, c'est une élection présidentielle française. L'Afrique joue un rôle par les Africains qui sont en France. Et si ces Africains ne s'impliquent pas, c'est normal qu'ils soient absents. Parce qu'un politicien, c'est un chef d'entreprise qui veut gagner. Et pour gagner, il a besoin qu'il y ait des gens pour le soutenir ou pas, qui se mettent en face. Et aussi, la dernière chose, c'est que nous autres de la diaspora, il faut qu'on soit juste à notre place. Parce qu'en fait, on ne vit plus dans le continent. Il faut qu'on accepte que ce qui se passe dans le continent, ça se passe avec nous, mais pas seulement avec nous. C'est les gens qui sont sur place qui le portent. Donc il faut peut-être aussi qu'on considère que nous, on n'est que de la diaspora. Et en fait, on est très peu nombreux par rapport aux personnes qui vivent sur le continent. Et ce qu'ils font, je pense que c'est ça qui va changer le continent. Très bien. Je vous propose de faire une petite courte pause en regardant ce spot de campagne. Nous sommes la révolution citoyenne toujours recommencée. Nous voici pour proposer la 6e République. Voici notre maxime. Quel que soit le problème, la solution est le peuple. Notre projet est celui d'une société bienveillante et douce pour ses membres. Une société pacifique et démocratique. Une société qui ne supporte pas la misère et la pauvreté au milieu de l'opulence. En écrivant la Constitution, c'est le peuple lui-même qui se refonde et s'amalgame en un tout pour redevenir la République une et indivisible. Je vous propose d'écrire une page neuve dans l'histoire de France. Voici mon programme. Je veux convoquer une assemblée constituante pour passer à la 6e République. Il faut en finir avec la monarchie présidentielle et le règne de la caste dorée qui l'entoure. Nous avons besoin d'une république vraiment laïque, c'est-à-dire séparée des religions,
mais aussi de l'argent. Nous avons besoin d'une République vraiment sous le contrôle du peuple, où celui-ci a le pouvoir de révoquer ses élus, fût-ce le président de la République, par référendum. Nous passerons au mode de production et de consommation écologique, en sortant du nucléaire, en passant au 100% d'énergie renouvelable, 100% d'agriculture bio. Je veux que le travail humain entre en harmonie avec la nature et les animaux pour sauver la civilisation humaine. Je veux faire payer à la finance et au CAC 40 le retour au plein emploi, les investissements, la diminution du temps de travail dans la semaine et dans la vie avec la retraite à 60 ans. Ils ont assez pris. Le moment est venu de rendre l'argent. Nous sortirons des traités européens car ils organisent une compétition destructrice entre les peuples puisqu'ils interdisent l'harmonisation sociale et l'harmonisation fiscale. Nous refuserons les traités de libre-échange en cours de négociation. Et nous organiserons un protectionnisme solidaire. Enfin, la France se mobilisera pour la paix car il faut bloquer la guerre qui vient. La France doit sortir de l'OTAN et proposer une conférence de la sécurité en Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Négocier plutôt que guerroyer. Françaises, Français, dans notre pays, la République est davantage qu'une institution. C'est une manière de penser la vie en société. Liberté, égalité, fraternité, c'est bien davantage qu'une devise. C'est une feuille de route. Le 23 avril, avec la force du peuple, tout est possible. Allez, viennent les jours heureux et le goût du bonheur. Retour sur ce plateau avec un nouvel invité, Abdelkerim Yacoub. Je rappelle que vous êtes fondateur du Pacte, le projet pour une alternance crédible au Tchad. C'est un mouvement citoyen. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, vous souhaitez peut-être répondre. Vous avez assisté en coulisses à ce premier échange concernant l'Afrique dans le débat de l'élection présidentielle, le bilan de François Hollande. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Mwazoulou là-dessus? J'ai assisté avec grand intérêt et j'ai vu ces deux visions de l'Afrique, de la jeunesse africaine qui veut libérer. En tout cas, de toute façon, les deux visions de ces deux actions qu'ils ont, c'est pour l'intérêt de l'Afrique. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on ait vers une synergie de ces efforts, de ces forces, de ces étincelles qui émanent de cette jeunesse brillante et engagée. Maintenant, ce que je vais dire à mon frère Mwazoulou, c'est aussi d'accepter que le problème africain est vaste, le front est large. Donc on doit attaquer ces problèmes-là sur tous les fronts. Et même si la façon dont certains font n'est pas ta vision, parce que je le tutoie parce que c'est un leader et c'est quelqu'un que j'ai un bon ami et que je le connais, ta vision n'est pas la seule. C'est ce que je vais essayer de t'expliquer, c'est qu'il y a toutes les façons de faire. On doit aller vraiment vers une réconciliation d'abord entre la jeunesse africaine qui lutte, ne pas montrer à ce monde notre division ou notre façon de voir les choses. Si on met un spectacle où nous, on s'acharne, on se déchire, ce qu'on voulait arracher l'Afrique de leurs griffes, c'est ce qu'ils cherchent. Je sais, très dur pour toi, mais ta vision de l'Afrique, c'est l'Afrique originelle vers laquelle on doit tous tendre. Mais pour y aller vers cette Afrique mère, notre mère à tous, c'est aussi aller avec tous ces enfants. Alors, est-ce que vous Voilà. estimez, par exemple... C'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on ait toutes les luttes, qu'ils soient ceux qui refusent de travailler avec qui que ce soit et utiliser ses propres moyens, et ceux qui appellent à l'aide, de bonne volonté, même si vous trouvez que cette bonne volonté ne sont pas aussi claires que possible, comme vous l'avez souhaité, il faut que ces engagements-là puissent être aussi pris à leur juste valeur, et qu'on avance tous ensemble dans la même direction, tout en réglant notre problème de la compréhension et des choix de lutte en interne. Alors très bien, avant que M. Mwazoulou ne réponde, est-ce que vous pensez, alors Mwazoulou il a été clair, pour lui il ne parle pas de coopération militaire. Est-ce que pour vous le bilan de François Hollande sur ce sujet-là a été positif ou pas du tout? Ah non, moi sur ce plan-là je suis sur la même longueur d'onde que Mwazoulou. Pour moi, regardez, de 1960 à aujourd'hui, le bilan de la coopération militaire. C'est quoi exactement? Et si cette coopération militaire était une coopération digne de ce nom, nous aurions dû avoir une armée républicaine dans tous nos États-là, comme l'armée française, à l'image de l'armée française. Et des armées de soldats formés pour défendre notre peuple
et être à l'intérêt de notre peuple et avoir les moyens de surveiller tout notre territoire. Et non d'être des supplétifs de l'armée française, qu'ils soient au sein de notre pays, parce qu'on a des bases militaires chez nous. Donc c'est une violation flagrante de notre souveraineté, et aussi, à chaque fois, être aux côtés de l'armée française dans des missions extérieures, même si dans la lutte contre le terrorisme, pour moi, c'est une honte. C'est une honte, d'accord. C'est Donc vous vraiment une n'admettez honte. pas que Je n'admets- s'il je n'avait pas n'admets l'opération Barkhane, pour absolument vous, pas. pas du tout. Il n'y a Non. pas de positif, il n'y a pas de point Non, positif. attention, nous tous, on est contre le terrorisme. Ne nous dites pas que si on refuse le fait qu'une armée extérieure à l'Afrique vienne faire le travail qu'auraient dû faire nos propres institutions. Nous devons, ça c'est le travail de l'Union africaine. Quand on voit l'architecture paix et sécurité de l'Afrique, tout a été prévu. Tout. L'Afrique, au lieu de nous amener une armée étrangère faire le travail, pourquoi la France ou les États-Unis, toute cette bonne volonté de la communauté internationale, n'aide pas l'Union africaine à avoir une armée africaine, parce que le FAA, la force africaine en attente, était destinée à cela. Normalement, chaque sous-région doit avoir une brigade de 8000 hommes chargés justement à intervenir partout en Afrique pour le problème concernant l'Afrique, pour le problème supranational. Mais on fait tout pour s'aborder nos institutions, pour nous rendre dépendants, non seulement politiquement, parce qu'aujourd'hui, les 14-16 voix des pays africains francophones vont immédiatement à la France, à l'ONU. Pourquoi? Pourquoi cela? Très bien. Voilà. Une autre Donc, question c'est pour sur ça le que droit j'ai dit- de vote. Le pour droit ça de que vote j'ai des dit, non, je vais étrangers. juste finir vite fait sur cela. S'il vous Donc, plaît. nous sommes tous contre le terrorisme. On doit combattre le terrorisme et non avec la façon dont on a fait actuellement. Aider nos États à bâtir une armée libre, républicaine, pour faire le travail et que l'armée française viendra soutenir nos armées. Alors, Voilà. très bien. Là-dessus, sur le droit de vote, la promesse de François Hollande qui malheureusement n'a pas abouti. Est-ce que c'est une déception? Est-ce que vous y attendez, vous? Ou pas Ah non, du non, tout non, je ne m'attendais pas du tout. Connaissant les promesses des hommes politiques et vu l'intérêt ou la place de l'Afrique, parce que pour moi, quand je disais, vous donnez trop d'importance à la France, en fait. Il faut parler plus de l'Afrique francophone, hein, parce que la France, ce n'est pas toute l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays, où il y a des pays où ils ne connaissent même pas la France, où ils n'ont aucun lien avec la France. Donc, essayez de mettre un peu la France à sa place. Ne dites pas la France et l'Afrique, mais non, la France et les pays francophones. Sincèrement. Et pour moi, maintenant, la promesse qu'elle a faite, bon, c'est des promesses. Et comme on dit, la promesse ne dépend que celui qui l'entend ou qui l'écoute ou qui attend des promesses. Donc, le pour bilan, moi, c'est une déception. c'est une déception. J'aurais pu aimer que, moi je ne suis pas français, mais que les ressortissants des pays, de certains pays africains qui vivent ici aient les mêmes droits que les ressortissants des pays européens. Ou d'ailleurs, pays d'Amérique latine ou américains ou russes, qu'ils aient le même poids, les mêmes considérations et la même place. Est-ce que vous allez voter dimanche? Non, je ne suis pas français, je ne vote D'accord. pas. Si vous deviez voter, vous auriez voté pour qui? Quel est le programme qui vous parle le plus? Si je devais voter, Oui. le vote est secret. Secret, mais vous ne votez pas, donc ça n'a pas. On peut faire de la Je politique voterai, fiction. je voterai pour la personne qui apportera plus de respect pour l'Afrique. Et qui, selon vous, parmi les candidats? Moi, j'avais lu sur le programme qu'ont proposé certains candidats. Les deux dont j'ai vraiment à peu près regardé, si j'étais français, c'était Mélenchon et Hamon. Parce qu'Hamon a dit le fait que la France ait une présence militaire en Afrique, parce qu'elle n'est pas là, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai compris, elle n'est pas là pour l'Afrique, mais pour protéger ses ressources énergétiques. Donc si l'armée française, quand on regarde à peu près sur la carte, c'est partout il y a, qu'il soit au Niger, au Mali, tout ça, là où il y a l'uranium, là où il y a des ressources vraiment énergétiques pour la France. Donc si la France va plus vers une énergie verte, bah, l'armée française n'a pas raison d'être là. Donc la France n'a pas à protéger ses données. Donc du coup, je me suis dit que peut-être en pensant cela, pensera à ce que l'armée française quitte l'Afrique. Et je suis pour que l'armée française quitte l'Afrique. Et si un candidat le dit, je le soutiens. Et la vision de Mélenchon, elle est peut-être assez internationale, où ça va à peu près vers où nous on pense que le peuple doit décider de leur destin et l'autodétermination des peuples. Donc sur ce plan-là, je le soutiens aussi. Très bien. Que pensez-vous de ce que vient de nous livrer Abdelkarim? En dernier ressort, je commence par là, en dernier ressort, je voulais juste apporter une nuance, de ne pas remettre la France à sa place, c'est vraiment rester sur le plan la France et l'Afrique, parce que lorsqu'il y a le sommet France-Afrique, c'est les 54 pays africains qui s'y déplacent. Et ce n'était pas normal, justement, j'ai dit que ce Nous n'est pas l'avons vu, normal. par exemple, à l'Élysée, où même les blocs dits anglophones,
s'est déplacé. D'ailleurs, je salue la réponse qu'a été ô combien digne et noble de la présidente de l'Union africaine de l'époque, Madame Zuma, qui avait dit clairement, ce n'est pas au nom des droits de l'homme, mais c'est au nom de l'Ubuntu que l'Afrique s'élèvera. Ce qui veut dire qu'il ancre l'Afrique dans ses valeurs traditionnelles et valeurs humanistes les plus intransigeantes. Par contre, je voudrais rassurer mon frère qui est là, avec qui nous avons eu peut-être le temps de travailler sur beaucoup de questions et dans beaucoup de choses, qu'il sait ô combien je me démêle quand il s'agit des questions d'unité, ô combien je donne mon énergie et mon temps pour aller chercher tout le monde. Ces fronts, je la considère totalement, je considère ces fronts-là larges, immenses, mais il est évident qu'arrivé à un moment donné de la situation dans laquelle on fait face, et que si l'on constate qu'il y a parfois des énergies qui essayent de nous ralentir ou de ne pas permettre les choses de se passer telles qu'elles doivent se passer, on doit par exemple s'inspirer, comme je disais à mon frère Baki qui était là, que nous l'avions reçu de nos prédécesseurs. On doit s'inspirer par exemple de Jomo Kenyatta, réduire le nombre s'il est faut. Mais l'objectif, aller vers cette libération effective de notre mère patrie, l'Afrique. Je sais que c'est large et que nous faisons tout ce qu'il faut pour que tous ensemble nous allons dans ce sens. Mais la situation est tellement, je pense que je ne ferai pas les diagnostics parce que vous le savez, nous avons eu le temps d'en discuter à plus d'une fois. C'est des choses qui sont tellement profondes et qui aujourd'hui touchent à ce qui est de plus essentiel dans l'homme, la dignité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que quand on tombe totalement d'accord sur la position de l'armée française, c'est d'abord cette envie-là, hein, de 1960 jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, alors qu'on aurait pu avoir des armées républicaines, mais qui aujourd'hui sont devenues des milices dignes de protéger des régimes fantoches qui sont en place, soutenus par les mêmes que nous connaissons. Donc, rassure-toi qu'on travaille dans ces sens, dans ces larges visions de fond, pour ensemble aller vers la libération de notre mère patrie, l'Afrique. Très bien. Moizoulou, est-ce que vous avez épluché les candidats, les programmes des candidats sur la sortie du franc CFA ? Alors, je rappelle que vous avez fait un débat ici même sur ce plateau sur la sortie du franc, sur le franc CFA. Que pensez-vous de l'approche de Marine Le Pen ou alors de François Fillon sur le franc CFA ? Bon, admettons déjà pour François Fillon, ça fait des années que François Fillon est au pouvoir. Ça fait des années que François Fillon est dans la manette des décisions. François Fillon a été celui qui, après la chute du président Laurent Gbagbo, qui s'est précipité en premier d'ailleurs pour aller voir Alassane Dramane Ouattara. Je pense que l'une des raisons qui a précipité le départ de Gbagbo, c'était justement la sortie du franc CFA. Pour moi, ça serait aujourd'hui, à moins qu'il y ait une magie qui peut métamorphoser, comme il parle lui-même de la transformation, qu'il a été transformé par une chimie quelconque. Mais j'imagine mal François Fillon engager l'Afrique ou la France vers la sortie du franc CFA. Quant à l'approche de Marine Le Pen, bon, j'estime que, bon, sans pour autant faire, si j'ose dire, rentrer dans les secrets de Dieu, j'imagine que si elle reste vraiment dans la logique de sa pensée, parce que sa logique de la pensée, c'est quoi? C'est que nous appelons à peu près le nationalisme africain. Donc le nationalisme français, que la richesse du peuple français revienne et appartienne aux Français. Et sur ces faits, si elle reste dans cette logique de pensée, je pense qu'elle peut comprendre aussi que l'Afrique doit sortir de la monnaie de servitude du franc CFA. Mais admettons que je ne donne pas mon crédit sur ces dires, parce que je sais bien évidemment qu'elle est comme tout autre. Quand on entre dans la manette du pouvoir, c'est autre chose. C'est pourquoi j'appelle toujours. Ma détermination reste toujours sur ce socle-là qui doit changer. Et le socle demande une révolution. Et je ne vois pas Marine Le Pen vraiment dans l'ancrage d'une vraie révolution. Très bien. Je ne crois pas à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est une hypocrisie totale, soit que tous les hommes politiques français, qu'ils soient Marine Le Pen, qu'ils soient Fillon, tout ça. Aujourd'hui, pourquoi Marine Le Pen s'est précipitée sur le dictateur tchadien? Et pourquoi aujourd'hui, à chaque fois que les Africains se saisissent d'un symbole, d'une cause, ces individus-là, qu'ils soient Idriss Déby aujourd'hui, qui a été au service de la France pendant 26 ans, qui a dirigé le Tchad avec une main de fer, qui a tué des opposants, qui est devenu le dictateur le plus atroce de l'Afrique, du jour au lendemain, il devient panafricaniste, il saute sur le franc CFA pour défendre le franc CFA, alors qu'il était même le serviteur de la France. Et si Marine Le Pen va aller voir ces messieurs pour demander sa bénédiction, pour venir se présenter aux élections, moi je crois que tout ça, ça rentre dans un jeu malsain. Mais vous ne pensez pas qu'ils sont d'accord peut-être sur le franc CFA, sur la sortie du franc CFA? Mais la sortie du franc CFA, le peuple africain, la société civile africaine le réclamait depuis. On n'entend pas juste leur voix. Mais aujourd'hui, si je vois des individus aujourd'hui s'accaparer de cette cause des Africains, ça me fait très mal. Pour moi, cette cause doit être tenue et portée par des dignes fils de l'Afrique, des vrais leaders africains qui défendent leur peuple, qui défendent la cause africaine
et qui croiseront le fer avec la France. Aujourd'hui, vous pensez que Idriss Déby, qu'est-ce qu'il peut faire contre la France? Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, il se lève parce que son pouvoir est en danger, il fait des chantages en essayant de se tenir. Moi, je vous retourne la question. Symbolique, c'est Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen, quand elle parle, elle envisage une sortie du franc CFA? C'est ce qu'elle propose en tout cas. Elle ne le fera pas. Non, elle ne le fait pas, c'est juste une promesse. Elle ne le fera pas, ça, elle veut juste s'attirer la bonne grâce parce que c'est devenu le sujet où ça touche les Africains. Elle veut un peu comme ratisser large. Je pense que mais c'est sinon, ce que je disais à Abdel, c'est que je disais bien, oui. si elle reste dans sa pensée politique, c'est conditionnel. C'est pas conditionnel. Il ne faut pas vous laisser leurrer par cette programme, ni par cette vouloir. Mais elle était, depuis quand Marine Le Pen, elle était, qu'il soit son père ou les autres ou Fillon, ils sont là vous savez bien que pour l'intérêt de la France. Nous sommes d'accord. D'accord. Voilà, on est d'accord, mais n'essayez pas de les justifier. Ne justifiez pas. On va laisser moi je voudrais dire ceci. Oui. Si, parce que la question m'est posée de savoir par rapport au candidat qui propose quoi. Oui. Donc, si elle reste fidèle à ce qu'elle prône et fidèle à sa pensée politique du nationalisme qu'elle prône, je pense qu'elle peut aller dans ce sens pour permettre à son pays de sortir de l'euro, ce qui n'est pas comparable parce que l'euro, c'est une décision souveraine de la France, alors que le franc CFA, c'est une imposition venue de la France et de tous ces financiers et capitalistes que l'on connaît. Oui. Donc, je disais que si Marine Le Pen reste fidèle à sa pensée politique, ce qui, j'ai conclu, dans la fin de mon intervention, j'ai conclu, je ne suis pas un non-averti pour rester aujourd'hui croire que Marine Le Pen le fera. D'ailleurs, la raison pour laquelle, si je suis moi-même sur le terrain sur la question du franc CFA, je n'attendrai pas à ce qu'il y ait un dirigeant français qui vienne le faire. Voilà, c'est ce que j'essaie de... Vous êtes en train de tomber dans ces pièges. C'est ça, le fait de dire que Marine Le Pen, si sa logique, ça veut dire que vous croyez déjà en cela, vous êtes déjà convaincu. Non, c'est conditionnel. Le fait de dire que... Non, il ne faut pas conditionner. Ne leur donnez pas cette chance. Dites-leur seulement que ce n'est pas par eux que la libération ou la sortie du monnaie se fera. C'est par les Africains et uniquement par les dignes fils et dignes leaders africains. C'est la raison pour laquelle nous sommes messieurs, dessus et dans notre manifeste et nous travaillons dans ce sens parce que exactement. nous savons que nous allons l'arracher sans qui que ce soit, sans n'importe quel président. Ça, je suis d'accord avec vous. Très bien. Messieurs, s'il vous plaît, vous êtes d'accord, c'est très bien. Alors, moi, Zoulou, on va vous libérer parce qu'on va recevoir donc Baki qui était là en première partie d'émission. Merci beaucoup d'être venu débattre sur ce plateau. Je vous propose de regarder le spot de Marine Le Pen. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti un attachement viscéral, passionnel à notre pays, à son histoire. J'aime la France. J'aime du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon âme, cette nation millénaire qui ne se soumet pas, ce peuple impétueux qui ne renonce pas. Je suis une femme. Et comme femme, je ressens comme une violence extrême les restrictions des libertés qui se multiplient dans tout notre pays à travers le développement du fondamentalisme islamiste. Je suis une mère. Et comme des millions de parents, je m'inquiète chaque jour de l'état du pays et du monde que nous laisserons en héritage à nos enfants. Je suis une avocate et j'ai gardé de mes années de barreau un attachement profond au respect des libertés publiques et une sensibilité particulière au sort des victimes confrontées à l'impunité des criminels. Au fond, si je devais me définir, je crois que je répondrais tout simplement que je suis intensément, fièrement, fidèlement, évidemment française. Je reçois les insultes à la France comme si elles m'étaient adressées directement. Qu'il s'agisse de l'insécurité et des violences ou de la misère qui touche de trop nombreux compatriotes, je ressens les souffrances des Français comme autant de souffrances personnelles. Le choix que vous ferez lors de l'élection présidentielle à venir est crucial, fondamental. C'est un véritable choix de civilisation. Soit vous continuez avec ceux qui ont menti, failli, trahi, qui ont égaré le peuple et perdu la France, soit vous décidez de remettre la France en ordre. Oui, je veux remettre la France en ordre. Je veux que les Français puissent vivre libres dans une France indépendante. Je veux que les Français puissent vivre en sécurité dans une France respectée. Je veux que les Français puissent vivre protégés dans une France prospère. Je veux que les Français puissent vivre unis dans une France fière. Je veux que les Français puissent bien vivre dans une France durable. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. C'est tout le sens de mon engagement. C'est ce pourquoi je me bats. C'est le projet que je mettrai en œuvre à la tête de l'État, en votre nom, au nom du peuple. Après ce spot, nous entamons donc la dernière partie de ce
débat. Je reçois de nouveau Baki Youssoufou, vous étiez là pour la première partie. Nous avons libéré Moizoulou. Alors j'aimerais qu'on brosse les derniers thèmes de cette partie, les visites en Afrique des candidats. Et surtout Baki, je vais vous demander, vous, la visite de Marine Le Pen au Tchad, est-ce que ça a eu un impact positif sur vous, sur votre façon de penser? En fait, c'est une insulte. C'est une insulte. Elle ne peut pas nous expliquer, aller au Tchad et nous expliquer à la télé qu'elle est l'amie du président tchadien. C'est une insulte. Le Tchad, rien que sur un aspect, le Tchad est à entre 90 et 98% des musulmans. Dans son programme, la première attaque, c'est contre les musulmans. Donc, elle ne va pas dans un pays qui a plus de 90% musulmanes et où le président il se réfère à sa religion. Ça, c'est un. Des deux, elle ne peut pas aller en Afrique nous expliquer qu'elle est pour le développement de l'Afrique. Parce que ce qu'elle fait aujourd'hui, elle fait dans son programme et dans les mairies que le FN a gagné. Parce que c'est ça le truc. Parce que le FN, ce n'est pas un parti nouveau. Ça a déjà gagné des mairies. Ça a déjà existé en France. Et dans les mairies où le FN existe, les Africains, les Noirs, subissent des violences extrêmes. Mais dans son programme, on ne peut pas dire qu'elle exclut l'Afrique, puisqu'elle parle de l'Afrique et elle y est allée. Elle parle de l'Afrique et je pense que vu ses amitiés avec les réseaux financiers, commerce, ceux qui le financent, en fait, elle fera pire. Et par ailleurs, visiter Idriss Déby. Pourquoi elle n'irait pas au Ghana, un pays démocratique, tiens, tant qu'elle y est, si elle pense qu'elle est l'amie de l'Afrique? Pourquoi elle n'irait pas au Kenya? Pourquoi elle va voir un mec qui est dictateur depuis 30 ans? Pourquoi elle va voir celui-là? Pourquoi elle va voir Déby après avoir vu les Russes, les Syriens? Mais ça veut dire quoi? Et en fait, c'est une insulte. C'est insulter notre intelligence de croire qu'on va croire une seule seconde de ce qu'elle dit. Parce qu'en fait, elle ne le fera pas. Parce qu'aujourd'hui, dans son programme, elle déteste les Noirs, les Maghrébins, les musulmans. Elle déteste tout ça. Et au Tchad, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des musulmans, il y a tout ce qu'elle déteste. Donc en fait... Dans son équipe, elle a quand même quelqu'un qui est d'origine centrafricaine, qui s'appelle Guy Debal, qui est secrétaire d'ailleurs du FN. Oui. Donc aujourd'hui, elle ne prétend pas être raciste et elle accorde plutôt une place aux Africains. Mais ça me permet également de parler d'Emmanuel Macron, qui s'est rendu, lui, en Algérie et qui a fait une déclaration sur la colonisation. Oui, alors, je vais juste modifier bien ce que mon frère Baki a dit. En fait, c'est 50% musulmans, 50% chrétiens. Donc au Tchad, c'est laïque et c'est équilibré. Et en fait, ce que j'allais revenir, donc, en fait, c'est là où on dit que c'est des symboles. Et c'est la continuité. Moi, ça me rappelle les visites des candidats à Omar Bongo, quand il veut être président ou quand il est ministre. Ou bien, les visites ne se font pas que en Afrique, ils se font dans des hôtels ici. Quand les présidents africains illégitimes et mal fréquentés viennent ici, ils vont dans des hôtels et ils le voient. Ça, on sait. Donc, cette visite, je crois qu'elle a voulu avoir, comme elle a été rejetée partout, donc comme tu dis au Kenya, au Ghana et tout ça, ils ne vont pas la recevoir parce qu'ils savent qui elle est. Si Idriss Déby a accepté de le recevoir, c'est aussi vouloir faire chantage aux autres hommes politiques français. Et aussi, c'est une façon d'exister parce qu'au moment où elle est partie en Afrique, il y a aussi Le Drian qui était parti, il y a beaucoup de ministres français sont partis aussi. C'est très malsain. Et au même moment, c'était la répression. On a emprisonné des acteurs de la société civile, on a emprisonné des journalistes, on a mis la pression ou même violenté des hommes politiques. Donc on était dans une situation sociale, économique et politique désastreuse. Et le fait de venir, malgré tout ça, essayer de sourire et faire des photos et partir, pour nous, c'est une insulte. Elle a insulté les démocrates tchadiens, elle a insulté la société civile tchadienne, elle a insulté les Tchadiens qui se battent encore pour essayer de récupérer leur victoire parce que Idriss Déby n'est pas encore légitime. Et encore, on est en pleine crise post-électorale. Ni l'opposition, ni la société civile n'a reconnu cette pseudo-victoire d'Idriss Déby aux dernières élections. Et sur Emmanuel Macron et sur la colonisation. Donc moi, je crois qu'Emmanuel Macron, il faut qu'il aille au fond de sa pensée et dire aussi clairement, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit, il faut qu'il condamne et qu'il aille jusqu'au bout. Ça, vraiment, je lui donne le crédit et c'est le courage qu'il a eu à dire. Mais maintenant, comme mon frère Baki a dit, on veut voir des actes. Vous savez, les belles paroles, les promesses, on en a eu des tonnes. Ça suffit maintenant, on veut des actes. Donc sur ce plan-là, les Africains doivent aussi non attendre des belles paroles. Les Africains, pour moi, ce n'est pas comme Baki a dit, ce n'est pas des Africains, des Français d'origine africaine, donc pour moi c'est des Français, doivent aussi non seulement
être là pour envoyer de l'argent en Afrique, être là pour essayer de remplacer un peu les défaillances de nos États en envoyant économiquement, mais d'être aussi engagé sur le plan citoyen, sur le plan politique, pour pouvoir influer dans les décisions de certaines élites françaises qui arrivent au pouvoir et qui se permettent de le faire. C'est parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde la diaspora turque, la diaspora américaine ou russe, je ne sais plus quoi, dès qu'il y a des positions officielles de la France sur leur pays d'origine, cette diaspora-là, elle est active, elle a des lobbies, elle est présente dans les institutions pour pouvoir influer. Donc moi, et c'est triste. C'est tellement triste qu'aujourd'hui, les affaires africaines en France, c'est une cellule à l'Élysée. Vous imaginez? C'est une cellule africaine à l'Élysée. Donc moi, je dis aux Africains, la diaspora africaine, de s'impliquer et de se battre pour que la question africaine de la France ne soit pas une cellule à l'Élysée, mais une question institutionnelle et que le débat et l'opinion publique française puissent s'accaparer. Voilà ce que je veux. Alors, et le message que j'envoie, c'est ça. Pour aller justement dans votre sens, Marine Le Pen ressort quand même de temps en temps qu'elle n'est pas ni pour un abandon, ni pour l'ingérence. Est-ce que ce que vous proposez n'est pas dans la cohérence de ce que pense Marine Le Pen? La seule chose que nos États veulent et que les Africains veulent, c'est qu'on ait des relations normales. Est-ce qu'aujourd'hui, la France fait des ingérences en Chine? Non. La France ne fait pas des ingérences en Russie. La France ne fait pas des ingérences au Canada, ni aux États-Unis, ni, je ne sais plus, en Colombie ou en Argentine. On veut avoir des rapports entre partenaires, transparence, solidarité et surtout égalité. Très bien. Emmanuel Macron qui a fait sa déclaration sur la colonisation. Est-ce que vous pensez c'était aussi une façon, même s'il a parlé en Algérie, est-ce que pour vous, ce n'est pas une façon aussi de placer... Il a au moins le mérite de mettre le doigt sur un sujet insolvable en France, c'est-à-dire le passé colonial de la France et la guerre d'Algérie. Là-dessus, bravo, il a mis le doigt dessus, mais je me méfie parce qu'on me l'a fait, j'aurai bientôt 40 ans et ça fait longtemps qu'on me le fait, le coup des promesses, des belles déclarations. Donc, mais ce sujet, je pense qu'il faut le résoudre. Le passé colonial, la décolonisation, la guerre d'Algérie, il faut le résoudre en France. Si on ne le résout pas, en fait, on va tourner en rond pendant encore peut-être les 50 prochaines années. Donc, lui, il en parle. Pour le moment, il en a parlé, il a fait un coup de com'. Pour moi, je considère qu'il a fait un coup de com'. On verra bien si c'est lui qui est élu président de la République. On verra bien ce qu'il va mettre en place. Mais je crains fort que les cellules, comme disait Abdel, les cellules Élysée, les cellules africaines à l'Élysée, les cellules Afrique au Quai d'Orsay, qui sont tenues par des élites qui ont été formées dans les mêmes écoles, qui, je ne fais pas de racisme là, mais qui n'ont le seul lien qu'ils ont avec l'Afrique souvent, c'est un rapport qu'ils ont pondu dans leurs études. On a quand même beaucoup d'intellectuels, y compris à l'ENA, y compris à Polytechnique, qui viennent de ces continents-là. Peut-être qu'on peut leur prêter aussi le crédit de pouvoir regarder un peu en détail ce qui se passe dans leur pays. Le mec qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest, la personne qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest, à l'Élysée, c'est l'ami intime des présidents actuels parce qu'ils étaient socialistes et lui-même est socialiste, ainsi de suite. Donc en fait, une fois qu'on règle la question de l'Afrique, comme disait Abdel, la Chine, on ne peut pas régler les questions chinoises comme ça. On ne peut pas régler les questions des... Quand il y a un Chinois, un ressortissant chinois qui est mort en France, l'Élysée s'excuse. Quand Adama Traoré meurt, on s'en fout, on n'en a rien à faire. C'est comme si il ne s'est rien passé. Mais ça, c'est la réalité. Donc, pourquoi j'ai dit ça? C'est par rapport au premier débat. C'est que l'Inde a été colonisée, la colonisation indienne a été très violente. Aujourd'hui, l'Inde, quand un président français se déplace en Inde, c'est l'équivalent d'un préfet qui le reçoit. Ce n'est même pas le président indien. Il ne le verra pas en fait. Il voit l'équivalent d'un ministre, un préfet. L'Inde s'est développée grâce à la démocratie, à la transparence. Je ne dis pas que la France n'exerce pas de pouvoir en Afrique. Je dis qu'en fait, si on ne se développe pas démocratiquement, si on n'accepte pas de règles démocratiques, si on n'accepte pas que les hommes et les femmes qui sont au pouvoir, même si ce sont nos amis, les membres de notre ethnie, quand ils commettent des fautes, on le dise. Parce que moi, j'ai soutenu Mamadou Issoufou au Niger, j'ai soutenu Laurent Gbagbo. Mais quand j'ai commencé à avoir des tueries en Côte d'Ivoire, j'ai arrêté de les soutenir.
Aujourd'hui, je ne soutiens plus Mahamadou Issoufou, je ne soutiens plus Alpha Condé. Même si, quand ils étaient opposants, moi je les ai soutenus. Et je ne regrette pas ni l'un ni l'autre. Je ne regrette pas de les avoir soutenus quand ils étaient dans l'opposition. Je ne regrette pas aujourd'hui d'enlever mon soutien envers ces personnes parce qu'ils n'ont pas respecté le deal démocratique. Or, s'il n'y a pas de deal démocratique, il n'y a pas d'institution. S'il n'y a pas d'institution forte, il n'y aura jamais d'armée forte. S'il n'y a pas d'armée forte, il n'y aura jamais de protection du territoire. Pour moi, la question démocratique et des institutions, la justice, c'est la démocratie qui constitue. Il n'y a pas un État dictatorial qui a une justice libre. Il n'y en a pas. La justice, donc tout ça est lié à une seule règle, c'est-à-dire respecter les institutions démocratiques, le vote du peuple, accepter qu'on a été battu et on s'en va. Très bien. Oui, juste pour Alors, compléter. non, parce vite fait, qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'aide au développement de l'Afrique. Il y a certains candidats qui proposent complètement de la réduire, il y en a qui proposent de la maintenir. Mélenchon, par exemple, est pour le maintien de cette aide au développement. Qu'est-ce que vous pensez de ces avis partagés? Ça existe depuis combien d'années, l'aide au développement? Plus de 60 ans. Et ça va durer 60 ans encore. Je crois qu'à un moment donné, il faut couper le cordon ombilical et mettre les dirigeants africains devant leurs responsabilités. Cette aide au développement est pervers. Il faut le faire dans des cas d'urgence, des désastres climatiques où nos États sont dépassés, d'accord. Mais si ça sert de perfusion et essayer de colmater de mauvaises gouvernances des dirigeants qui n'ont pas assumé leurs responsabilités et aussi rendre dépendants nos États à cette aide, c'est vraiment malsain. Moi, je crois qu'il faut aller dans le sens où il faut vraiment commencer à passer à autre chose qu'à donner des aides. Très bien. L'aide au développement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'aide au développement, en fait. D'accord. On retourne aux Africains 1/1000 de ce qu'on prend. Et en plus, on les donne aux dirigeants qui l'empochent et qui viennent en France. On voit bien leurs enfants, il suffit de sortir un peu à Paris pour voir les enfants des dirigeants en train de conduire les voitures que même un président français, ses enfants n'oseraient pas conduire. Donc l'aide au développement, en fait, elle est en France. Elle fait un aller-retour. En général, c'est le jour même qu'elle revient, sous d'autres formes. Et en plus, cette aide-là, moi, je ne peux pas la considérer comme une aide. Moi, je veux juste que la France paye le pétrole au prix juste, l'uranium au prix juste, et que la France assainisse ses banquiers pour qu'ils n'aillent pas piquer cet argent-là, comme on le fait aujourd'hui dans les pays où il y a le pétrole, l'uranium en Afrique, et que les dirigeants reviennent avec l'argent ici. Si déjà on payait, nous Français, on payait bien les produits africains, le bois, le pétrole, l'uranium, l'or, si on payait bien au prix juste et qu'on exigeait que cet argent-là aille au peuple, peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'aider qui que ce soit. Très bien. Alors, une dernière question avant la fin. Si je vous dis Sibete Ndiaye, Aminata Seck, et Aïssata Seck ou Aïssata Seck, est-ce que ça vous parle tous les deux? Non. Sibete Ndiaye, oui, je connais. Très bien. Alors, vous savez qu'elle est porte-parole d'Emmanuel Macron, il me semble. Oui. Et puis que Aminata Seck est porte-parole aussi, en tout cas travaille dans le cercle très proche de Benoît Hamon. Est-ce que pour vous, c'est un signe ou pas? En fait, pour moi, c'est... Oui, vas-y. On va laisser Baki il y a un répondre. double piège dans cette question. Alors, je vais prendre vraiment des pincettes pour que ça ne soit pas mal interprété. Dès qu'il s'agit des Noirs ou des Maghrébins en France, les partis prennent les femmes. Donc, en prenant les femmes, il faut un coup double. Je ne dis pas que les femmes ne méritent pas, attention, il faut un coup double. Parce qu'ils ont un problème dans leur parti d'égalité femmes-hommes. Donc, pour réduire le nombre de femmes blanches qui ont fait l'ENA comme eux, ils mettent des femmes noires ou maghrébins pour compléter le quota femmes et en même temps faire le coup double. Moi, je pense... Donc, elles sont instrumentalisées. Je pense que pour beaucoup, oui. Non, pas instrumentalisé, mais... Votre réponse? Moi, je crois qu'il faut aussi encourager, ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas que ce soit juste pendant des élections où on le rend visible et après on ne le va plus, nulle part. Je crois que ça doit être une dynamique à continuer dans tout ce qui s'est fait hors élection. On n'est pas là que pour dire que, regardez, il y a une Française d'origine africaine, parce qu'il faut toujours que ce n'est pas une Africaine. Pour moi, c'est une Française d'origine africaine qui est là. Et tout de suite, on va attirer le vote africain pour dire que, regardez, non. Moi, je vois bien. Et le vote africain, qu'est-ce qu'il représente? La diaspora africaine en France, ça fait 5 millions de personnes, donc presque 8% de la population française.
Oui, mais il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc non, il n'y a pas de statistiques. Je dis d'origine. Quand je regarde, ça fait 5 millions. Quand il y a 5 millions, c'est d'origine africaine et ça fait des votes. Et malheureusement, ils ne votent pas tous parce qu'ils ne croient plus à ce système. Moi, je crois qu'il faut aller au-delà. On a eu le cas Ramayad. Finalement, ça a donné quoi? Rien. Moi, je crois qu'il faut encourager, mais il ne faut pas trop s'attendre à quelque chose de plus miraculeux que ça. Mais le jeu... Il ne faut pas jouer à ce jeu de symbolique. On n'est pas là dans le symbolique, on veut du concret. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin encore. Il faut aller en profondeur, comme le dit tout à l'heure Baki. Il faut poser des gestes, mais pas des gestes de communication. On n'est pas là dans la com. Il faut sortir de la com. Il faut venir dans la réalité de la diaspora africaine pour la rendre représentative à sa juste valeur. Très bien. Il ne faut pas que ce soit une faire-valoir. Ok, on arrive à la fin du débat. Juste un dernier mot. Est-ce que vous pensez que la France va changer avec un nouveau président, une nouvelle présidente? La France est obligée de changer, vous savez, pour la bonne et simple raison que déjà l'histoire change, l'histoire évolue. Nous sommes au 22e siècle et donc il y a des nouvelles technologies, il y a une nouvelle dynamique. Même si Marine Le Pen ne nous aime pas, on est là, vous et moi on est là en fait, et c'est chez nous en fait, on fait ce qu'on veut, elle ne pourra rien faire contre ça. Donc la France change. Malgré les gens qui sont au pouvoir, malgré les candidats, malgré les futurs présidents. Mais je ne pense pas que ça soit impulsé par l'un ou l'autre de ces messieurs dames, parce que en fait, aujourd'hui, ces messieurs dames, ça fait pour tous, hein, je vais dire, sauf peut-être pour tout, mais pour tous, ils sont dans les élections depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis que moi j'ai commencé à penser à militer. Très bien. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, le nouveau président ou la nouvelle présidente? Ça dépend de quel candidat qui arrive. Mais en tout cas, moi j'espère deux choses. Oui. Que la France soit cohérente et harmonieuse avec elle-même. Par exemple, être vraiment la France à l'image de ce qu'elle est maintenant. Pas être la France du 19e siècle ou je ne sais plus quoi. Deux, la France, j'espère aussi, avec le candidat qui sera élu, doit être harmonieuse et cohérente avec ses principes et ses valeurs, très bien, avec ses relations avec l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, où elle est vraiment, ce sera le mot de la fin. Pas la France qu'elle est. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour cet échange riche. Je ne peux pas conclure cette émission sans remercier particulièrement toute mon équipe technique, Aziz Sanfo, Christelle Bibiche, Yann Leblanc-Tafoma, HTB. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous dans une semaine à la même heure.